Merci de votre fidélité et bonjour à ceux qui nous rejoignent. On prolonge la matinale ce matin pour parler de la qualité de l'eau. Vous le savez, c'est un sujet qui nous préoccupe tous et il nous est apparu particulièrement important de pouvoir repréciser les choses. Et on a Saïd Omar Nassur sur le plateau qui travaille en tant que technicien à l'ARS et Olivier Braic, le directeur général de l'ARS. Avec eux, on va repasser en revue toutes les questions relatives à l'eau. Bonjour messieurs. Bonjour Constance. Bonjour madame. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau ce matin. Olivier Braic, la première question, hier soir, un petit peu en fin de journée, vous avez annoncé que l'eau était de nouveau potable dans les 9 villages pour lesquels vous aviez dit quelques jours plus tôt que ce n'était pas le cas. Alors, pourquoi c'est à nouveau potable ? Oui, donc effectivement, juste pour retracer un petit historique de cet événement, en fait, c'était des prélèvements qu'on a effectués le lundi, pour lesquels on a eu des résultats le mercredi. Peut-être ce serait important aussi pour qu'on explique pourquoi il y a ce délai entre le prélèvement oui. et le résultat. Donc dès qu'on a eu l'annonce des 2 conformités par notre laboratoire le mercredi soir, on a réuni avec le préfet une cellule de crise pour mettre en place les mesures de gestion. Et donc la mesure de gestion qui a été demandée, c'est de faire bouillir l'eau pendant toute la plage de distribution dans ces 2 zones. Et comme chaque fois, donc, on demande aux producteurs, donc à la SAME, de mettre en place des actions correctrices. Et 48 heures après, et donc ça, ce sont les équipes de Saïd qui sont sur le terrain, qui refont des prélèvements, les mêmes prélèvements, pour savoir si l'eau est redevenue de bonne qualité, ce qui a été le cas. Et donc hier soir, on a refait une cellule de crise avec le préfet. Donc on a communiqué conjointement ARS préfecture pour réindiquer que l'eau était redevenue de bonne qualité et qu'il fallait en revanche reprendre on reviendra aussi, je pense, les mêmes recommandations antérieures de refaire bouillir l'eau. Voilà, alors ça, effectivement, on va revenir dessus, mais je voudrais qu'on reste sur cette logique de contrôle, d'analyse de l'eau. Pourquoi l'ARS fait ces contrôles en plus de ceux qui sont faits par la SMAE ? Parce que je suppose que dans son cahier des charges, la SMAE doit contrôler régulièrement la qualité de l'eau qu'elle nous délivre. Alors, tout d'abord, il faut rappeler à nos téléspectateurs qu'à Mayotte, comme c'est le cas aussi en France métropolitaine, l'eau fait partie des aliments les plus contrôlés. Elle fait l'objet des 2 contrôles, 2 types de contrôles pour garantir la sécurité sanitaire des consommateurs. Il y a un premier contrôle qui est réalisé par la SMAE, l'exploitant, qui est le responsable de la production et la distribution de l'eau. Et de ce fait, elle est le responsable de la qualité de l'eau. Donc, elle assure une surveillance permanente de la qualité de l'eau au niveau des installations de production et aussi au niveau du réseau. Il y a un deuxième contrôle qui est un contrôle réglementaire qui est réalisé par l'ARS pour le compte du préfet. Et ce contrôle réglementaire, nous réalisons en moyenne 900 prélèvements par an. La SMAE, elle réalise environ 1000 prélèvements par an. En ce qui concerne le contrôle sanitaire, c'est-à-dire les 900 prélèvements réalisés par l'ARS, ils sont réalisés au niveau des captages, ils sont réalisés aussi en sortie des stations de traitement et sont réalisés aussi au niveau du réseau, au niveau du robinet du consommateur. Et en cette période de crise, vous en faites davantage, si j'ai bien compris. Oui, justement, en cette période de crise, tenant compte du fait que quand il y a des coupures d'eau prolongées, ça constitue en fait un facteur de risque de dégradation de la qualité de l'eau, parce que les coupures d'eau provoquent en fait une variation importante des pressions due au phénomène de pression-dépression, ce qui peut provoquer l'entrée d'eau parasites. Et pendant la remise en eau, l'eau en fait qui circule dans les tuyaux peut être contaminée par les eaux sales, les eaux parasites qui ont pu entrer. Et justement, tenant compte de ce facteur de risque, l'ARS a décidé, en lien avec l'exploitant, avec la SMAE, de renforcer justement la qualité, les contrôles qualité
pour que, dès qu'il y a, pour être en alerte, et d'identifier le plus tôt possible la survenue d'une dégradation de la qualité de l'eau et prévenir tout risque sanitaire. Donc si j'ai bien compris, pendant la période où l'eau est coupée, il reste un petit fond d'eau dans les tuyaux, c'est ça? Et ce petit fond d'eau dans les tuyaux peut être contaminé par des parasites qui se développent dans l'eau ou qui entrent dans les tuyaux. Je dirais en français facile, c'est ça l'idée? Oui, c'est ça l'idée. C'est que quand il y a une coupure d'eau, ça veut dire qu'il y a une dépression, donc une sorte d'aspiration, ce qui fait que les eaux sales, et on sait bien qu'à Mayotte, on a des problèmes d'eau usée, donc les eaux sales, en fait, peuvent s'introduire au niveau des réseaux, donc ce qui peut justement contaminer l'eau. Mais il y a aussi un autre phénomène, c'est que quand on a la canalisation, on a un biofilm qui est autour de la canalisation, c'est de la matière organique, matière en suspension, et avec les variations importantes de la pression, ça peut décrocher cette matière organique et polluer l'eau et se trouver dans l'eau du réseau. C'est la mission principale de l'ARS de s'assurer, Olivier Brahi, que ce que l'on consomme est de bonne qualité. Autrement dit, pourquoi c'est vous qui faites le sale boulot? On ne fait pas le sale boulot. L'ARS a comme mission d'assurer la sécurité sanitaire de la population. Et évidemment, l'eau potable est un enjeu sanitaire majeur. Donc, pour rebondir sur les propos de Saïd, pour le dire d'une manière un peu plus cash, on n'a pas inventé un contrôle sanitaire dans le cadre de cette crise. C'est vraiment un contrôle que l'on fait et que toutes les ARS font dans l'ensemble des régions d'une manière quotidienne. Et donc, nous, ici, à l'ARS Mayotte, on a une équipe dédiée d'ingénieurs, de techniciens, de prélèveurs qui toute la semaine vont sur le terrain faire ce prélèvement. Et les analyses, vous les faites dans des labos que vous avez au centre Kinga? Comment les prélèvements que vous faites, comment vous les prenez en charge? Alors effectivement, il y a 3 niveaux de laboratoire suivant leur technicité. On a, et je serai évidemment complété à Saïd, on a ici un laboratoire à Mayotte, qui est un laboratoire départemental qui en synthèse, nous fait les analyses bactériologiques, qui est vraiment le critère le plus sensible et le plus critique et pour lequel surtout on doit être le plus réactif. Donc c'est la raison pour laquelle on fait ces laboratoires à Mayotte. En complément, on a un laboratoire à La Réunion qui globalement nous fait le manganèse, pour donner un exemple très, très précis. Et en complément, en dernier, rideau, on a un laboratoire en métropole, concrètement dans la Drôme, qui nous fait vraiment les sujets, de fond et de long cours, et typiquement l'analyse des pesticides. Mais là, sur ce sujet-là, contrairement à d'autres régions en métropole, on a quand même la chance à Mayotte. Il n'y a pas de pesticides. Il n'y a pas de pesticides, et on a une eau de bonne qualité, alors que dans bon nombre de régions métropolitaines, l'eau est contaminée. Aux pesticides. Ce qui n'est pas le cas par les pesticides ici. Certains d'entre nous, quand on a la chance de pouvoir ouvrir le robinet et d'avoir un peu d'eau qui coule, elle est marron. Et ça ne donne pas envie, franchement. Pourquoi on peut avoir, au moment de la remise en eau, de l'eau marron? Alors, la coloration marron, qui peut être noire, même des fois, c'est une coloration qui est souvent observée à la remise en eau, après une coupure d'eau. Et c'est une coloration qui est due souvent à la présence de manganèse ou de fer dans l'eau de robinet. Et c'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure, c'est que le manganèse ou le fer qui a dû se déposer progressivement au niveau des canalisations, au niveau des tuyaux, quand il y a des coupures d'eau, avec les variations importantes des pressions, ça va décrocher ce manganèse et justement, ça va se retrouver justement au niveau du robinet du consommateur. Et ce qu'il faut faire, c'est ce qui est important, ce qui est conseillé, c'est que quand on est face à une telle situation, il faut laisser couler l'eau. Oui, mais on la gâche. Jusqu'à ce qu'elle soit claire. Mais cette eau, justement, vous avez raison de rappeler, cette eau, il ne faut pas la gâcher. Il faut justement récupérer cette eau et l'utiliser pour d'autres usages, par exemple pour l'alimentation des toilettes ou bien pour le lavage des sols. Oui, c'est ça. Donc, elle n'est pas potable, mais elle n'est pas à jeter. Tout à fait. On n'est pas dans une période, Olivier Brahi, où on peut se permettre de laisser l'eau couler du robinet en attendant... Non, effectivement, toute eau qu'on arrive à récupérer dans un récipient, si effectivement
elle est pas potable. Il faut évidemment l'utiliser pour d'autres usages. Alors, on a entendu ici et là qu'il fallait faire deux stockages, un stockage d'eau potable et un stockage d'eau non potable. Comment, et on va parler d'abord du stockage d'eau potable parce que c'est peut-être celui qui est le plus compliqué et le plus risqué, comment on stocke de l'eau potable dans un saladier, dans un seau, comment on fait ? Donc effectivement, c'est l'eau la plus précieuse et pour laquelle on doit toutes et tous faire extrêmement attention. Concrètement et de manière très, très pratique, il faut que cette eau soit mise soit dans des bouteilles en plastique fermé, soit le mieux dans des petits jerrycans que l'on ferme. Pourquoi fermer ce jerrycan ? Ça évite l'évaporation du chlore, parce qu'on sait très bien que c'est le chlore qui permet d'avoir une eau exempte de germes. Et cette eau reste potable 48 heures. Après ces 48 heures, on revient sur ce que vous avez indiqué, on l'utilise pour d'autres effets. Donc, pendant 48 heures, l'eau du robinet, et on va en reparler, pendant 48 heures, l'eau du robinet, après 6 heures, 12 heures, on va en reparler dans 2 minutes, on la stocke dans un jerrycan, dans des bouteilles, dans un récipient fermé. Et l'usage de l'eau potable, si j'ai bien compris, il y en a 3, c'est ça ? Ce sont lesquels ? Vous pouvez nous les rappeler ? Oui. Il y a des usages qui nécessitent absolument d'utiliser de l'eau potable. Il y a la boisson. Donc boire de l'eau, l'alimentation pour faire à manger, et il y a aussi le brossage de dents. Donc pour ces 3 usages, il est absolument recommandé d'utiliser de l'eau potable, c'est-à-dire soit utiliser de l'eau embouteillée, oui, soit sur les secteurs où il y a des rampes d'eau, on peut utiliser l'eau distribuée dans le rampe, parce que l'eau distribuée dans les rampes, comme il n'y a pas de coupure, elle est potable. Elle est potable. On peut aussi utiliser l'eau du robinet chez soi. Par contre, là, il y a des précautions. Alors ça, on va en reparler après. Ouais. C'est les fameux 6 heures, 12 heures et faire bouillir avant. Moi, je voudrais qu'on reste sur l'eau potable. On a dit pour boire, ok. On a dit pour se brosser les dents, ok. Pour faire du café, pour faire du thé, qu'est-ce qu'il faut prendre comme eau ? De l'eau potable. De l'eau potable. Donc, ce qui veut dire, si j'ai bien compris, que pour mettre dans sa machine à café, quelle qu'elle soit, pour mettre dans sa théière ou autre, il faut avoir auparavant fait bouillir l'eau pendant 5 minutes à grosse bulle. Exactement. Et votre exemple est très bon, Constance. Si on prend l'exemple de la théière où on l'utilise toutes et tous quotidiennement. Bah oui. En fait, la durée d'ébullition dure quelques secondes. Donc en fait, c'est pas suffisant. Il faut vraiment que l'eau soit bouillie à grosse bulle pendant plusieurs minutes. Et donc les recommandations sanitaires, c'est 5 minutes. Donc pour le dire autrement, faire juste, entre guillemets, bouillir de l'eau dans une théière ou dans une machine à café, on ne dira pas de nom, n'est pas suffisant. Et pareil pour l'alimentation, quand on fait la cuisine, il y a des fausses bonnes idées, genre je fais cuire des pâtes. Il faut faire bouillir l'eau a priori avant d'y mettre les pâtes. Est-ce qu'on doit utiliser de l'eau potable ? Oui, je pense qu'il faut avoir une règle simple et commune pour tout type d'usage lié à l'alimentation. On fait bouillir l'eau avant. Donc, ce qui veut dire que quand on fait cuire des pâtes, on ne prend pas l'eau du robinet, sauf si on l'a fait bouillir avant ou qu'elle est potable. Et on reviendra sur les règles 6h, 12h. Quand on fait, vous savez, on rajoute quelquefois de l'eau dans des préparations culinaires, des plats, tout ça. Pareil, eau potable. On ne se dit pas, genre, ça va cuire pendant 2 heures, donc hop, je mets de l'eau du robinet. Ayant des recommandations et des gestes, je vais dire, simples, on prend toujours l'eau qui est potable dans le jerrycan, où on aura écrit d'ailleurs eau potable. Eau potable. Donc, je répète, quand on boit, quand on se lave les dents, quel que soit ce que l'on cuisine, quand on fait du café ou du thé, on prend le stockage d'eau potable. On est bien d'accord avec ça. Parlons maintenant du stockage de l'eau non potable. Saïd, c'est quoi ces règles 6h, 12h ? Vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît ? Concernant le stockage d'eau non potable ? Oui. Donc, en ce qui concerne le stockage d'eau non potable, donc souvent, ça concerne souvent les grosses cuves, c'est-à-dire des cuves de 1000 litres ou 2 mètres cubes, 3 mètres cubes. Donc, nous considérons que, étant donné les difficultés pour entretenir ce type de contenant, ces types de cuves, nettoyer un petit contenant, un jerrycan, ce n'est pas la même chose que d'entretenir une cuve de 1000 litres. Donc, ça, c'est un premier élément. Il y a aussi les conditions de stockage de ces cuves-là, donc, qui est difficile à mettre en œuvre. Donc, compte tenu de ces facteurs, nous recommandons que l'eau qui est stockée
dans ces cuves, il faut réserver cette eau pour les autres usages que les usages alimentaires ou le brossage de dents. C'est-à-dire, on peut l'utiliser pour l'hygiène de base. Donc, c'est-à-dire prendre la douche, se laver les cheveux. Oui, tout à fait. Pour faire le ménage à la maison, les toilettes, arroser le jardin. Oui. Ça, on utilise de l'eau non potable. Oui, on peut l'utiliser. C'est-à-dire que, et là, pour cette eau, on n'est pas obligé d'atteindre les 6 heures, justement pour utiliser cette eau, ou 12 heures en cas de coupure de 24 heures. Et on n'est pas... il n'y a pas aussi une recommandation, parce que ce n'est pas nécessaire, de faire bouillir l'eau pour les autres usages. Alors, Olivier Bray, quand il y a remise en eau à la maison, donc on a notre jerrycan d'eau potable, mais on a aussi tous, on s'est organisé, on a nos petits seaux, nos grandes poubelles, tout ça pour stocker l'eau non potable. Donc l'eau coule du robinet, on a eu l'habitude de se dire cette eau est potable. Or, quand il y a remise en eau, elle ne l'est pas réellement. C'est quoi ces fameuses règles de 6 heures pour à la maison remplir nos seaux qu'est-ce qu'il faut avoir bien en tête? En fait, effectivement, et ça fait partie des incompréhensions, j'allais dire, légitimes de la population. Enfin, pour le dire très clairement entre nous, vous nous dites à l'ARS, l'eau est potable, mais il faut la faire bouillir. Donc, je comprends que tout à fait de manière légitime cette incompréhension. En fait, il y a deux sujets. Il y a bien, comme on vous l'a expliqué, ce contrôle régulier et renforcé dans l'eau qui est distribuée régulièrement à Mayotte et pour lequel, donc, dès lors que nous, on n'identifie pas de non-conformité, on dit que l'eau est potable. Mais en parallèle, comme l'a indiqué Saïd, quand il n'y a plus d'eau dans le réseau et que donc le réseau est en dépression, réseau qui fait 800 km à Mayotte, juste pour le savoir, c'est par précaution, on ne sait pas comment peut réagir le réseau et donc il se peut qu'à certains endroits il y ait des infiltrations d'eau. Donc c'est vraiment par précaution que l'on demande que l'on met en œuvre cette recommandation de faire bouillir l'eau, car on sait très bien que quand on fait bouillir l'eau, là pour le coup il n'y a aucun doute scientifique, on tue absolument tous les germes, l'eau est stérile après ébullition. Donc, les règles que vous avez... Oui. Non, c'est juste pour compléter aussi ce que vient de dire le directeur général, c'est que cette plage de 6 heures ou des 12 heures, parce que vu qu'il y a ce risque que le réseau est contaminé par des eaux parasites et des eaux sales, donc cette plage, ça permet une première fois, quand il y a la remise en eau, de nettoyer pour une première fois toute la canalisation, et après d'avoir une deuxième fois de l'eau neuve qui arrive au niveau des tuyaux. Donc c'est pour ça qu'il y a cette plage de 6 heures. 6 heures ou de 12 heures. Alors, on se rappelle, 6 heures, on remet, pour se raconter l'histoire, il est l'heure de la remise en eau, on ouvre le robinet, on a à nouveau de l'eau. Quand la coupure d'eau a duré moins de 24 heures, on doit laisser l'eau couler 6 heures, donc on la laisse couler et on la fait bouillir pendant 6 heures, d'accord ? Enfin, on la laisse couler, soyons clairs. On ne demande pas à la population, dans les 6 premières heures, d'avoir dans tous nos robinets ouverts. Non, mais soyons clairs. Mais vous faites bien de le préciser. L'eau que l'on met dans sa casserole, pendant les 6 premières heures, on la fait bouillir avant de pouvoir la rendre potable. Si la coupure a été supérieure à 24 heures, on la fait bouillir pendant 12 heures. Mais bien évidemment, on ne gâche aucune goutte d'eau. Exactement. Et voilà. Et si on a besoin tout de suite, après la remise en eau d'eau, par exemple, non potable, pour faire tourner une machine ou pour laver par terre, effectivement, on ne fait rien bouillir du tout. Et je vois une très belle photo derrière nous et on peut se laver les mains dès la rouverture de l'eau au robinet. Voilà. Et donc là, on va tourner une page de pub parce qu'il est l'heure. Et justement, juste après la pub, on va parler de ce lavage des mains parce qu'il y a là encore de fausses bonnes idées qu'il faut qu'on balaye d'un revers de main. Allez, une page de pub, à tout de suite. Vous avez un projet immobilier, votre agence Capmay Immobilier vous accompagne. Un conseiller dédié et dévoué vous accompagne dans les différentes étapes de votre parcours. Une expertise dans l'estimation, la location, la gestion, l'achat et la vente de biens immobiliers. Retrouvez votre équipe Capmay Immobilier dans leurs locaux situés à Tingoni, en face du Somago. N'hésitez pas à nous contacter et retrouvez toutes nos références sur notre site www.cap-may.com. Venez. Allez-y, faites comme chez vous. Ça tombe bien, on est chez nous. Ah,
Belle déco, chouette télé. Ah, merci. Et ça joue bien? Le meilleur du sport, c'est sur Canal+. En août, retrouvez les plus grandes affiches du football. Première Ligue, UEFA Champions League, Ligue 1. Et les plus belles compétitions sportives. Jusqu'au 12 septembre, vos formules La Totale à partir de 24,90 € par mois pendant 6 mois. Deuxième salon du tourisme et des loisirs de Mayotte, le 8, 9, 10 septembre, place de la République à Mamoudzou. Redécouvrons nos territoires mahorais. Mister Auto, vous connaissez? C'est le spécialiste à Mayotte des pièces détachées pour l'entretien de votre auto. Quelle que soit la marque de votre véhicule, Mister Auto a la pièce qu'il vous faut à des prix imbattables. Batterie, vidange, pneus, freinage, embrayage, amortisseur, distribution, climatisation, un seul nom, Mister Auto. Commandez, faites-vous livrer en magasin et bénéficiez du paiement en 3 fois sans frais. Mister Auto Mayotte, Zedika Weni face au centre de tri de la Poste. Mister Auto 06 39 99 21 42 et mister-auto.yt. Ce projet est cofinancé par le Conseil départemental de Mayotte et le Fonds européen. Vous êtes toujours à l'écoute de Prolongation. On parle de la qualité de l'eau et on se rappelle tous ces bons conseils qui sont hyper importants pour éviter d'être malade. On en était au lavage des mains. Est-ce que c'est une bonne idée, Olivier Brahic, de mettre sa petite bassine avec de l'eau non potable, puisqu'on a dit qu'on se lavait les mains à l'eau potable, on se lave les mains et on garde la petite bassine pour toute la journée. Est-ce que c'est une bonne idée ? En fait, c'est à moitié une bonne idée, dans le sens où, déjà, c'est la bonne idée de se laver les mains. Il faut vraiment rappeler à la population de se laver les mains d'une manière très régulière, parce qu'on sait très bien que voilà, tous les germes qui sont manuportés peuvent engendrer des risques de maladies hydriques. Donc oui, il faut se laver les mains d'une manière très, très régulière dans la journée, avant de préparer le repas, avant de manger, après d'être allé aux toilettes, etc., etc. En revanche, fausse bonne idée, effectivement, comme vous l'avez indiqué, c'est de toutes et tous se laver les mains dans le même récipient. Dès lors qu'on se lave les mains dans un récipient, on jette l'eau et on passe à un autre lavage de mains. Est-ce qu'il y a des recommandations à avoir en tête pour éviter de consommer beaucoup d'eau en se lavant les mains? Parce que certains d'entre nous qui ont du mal, je pense aux gens de Cavani, pourraient se dire « Ah non, mais moi je ne me lave pas les mains parce que j'en ai déjà pas beaucoup de l'eau, alors je la garde pour des trucs vraiment indispensables ». Effectivement, je pense que concrètement, dès lors qu'on a notre récipient d'eau dite sanitaire ou cette grosse cuve, on utilise un petit récipient. Globalement, on compte 1/3 de litre d'eau pour se laver les mains. Oui. Donc on voit bien que c'est pas beaucoup. C'est pas ce qui consomme le plus, c'est pas ce qui est le plus consommateur d'eau en fait. Oui, alors que le lave-linge c'est 50 litres. Oui. C'est beaucoup plus pénible. Oui. Autre question que se posent les gens, l'alimentation pour les bébés. Est-ce que l'eau du robinet, moyennant d'avoir géré, comme on se l'est un peu rappelé, eau potable, eau non potable, est-ce qu'on peut donner à manger, préparer la nourriture des bébés avec l'eau devenue potable, Saïd ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire si on respecte les recommandations qu'on vient de dire, c'est-à-dire on attend les 6 heures pour les coupures nocturnes ou 12 heures pour les coupures de 24 heures ou plus. Donc l'eau est potable, donc ça veut dire qu'on peut utiliser cette eau pour l'alimentation des bébés et des nourrissons.
Y compris pour leur donner le bain. Tout à fait. Oui. Donc il faut de l'eau potable pour s'occuper des bébés. Non, parce qu'effectivement, comme je le disais en introduction, ici à Mayotte, on a la chance par rapport à d'autres territoires français que l'eau ne soit pas contaminée soit par des pesticides, soit par des nitrates. Donc l'eau, effectivement, est consommable et potable pour les nourrissons. Dans notre malheur, on a quand même de la chance. Exactement. Celle-là, en tout cas. On voit depuis quelque temps, et on en parlait pendant la pause pub, Aqua, par exemple, ce week-end, avec un espèce de travail communautaire, les habitants d'Aqua sont allés réouvrir les puits anciens qu'utilisaient par le passé les familles, la communauté villageoise, pour avoir de l'eau. La qualité de l'eau des puits, Olivier Brahic, il faut en penser quoi? Donc effectivement, sur cette question de puits, de rouverture des puits, il faut faire extrêmement attention et en aucun cas ne boire cette eau. Outre des risques, j'allais dire, biologiques, bactériologiques, en plus ces puits peuvent être contaminés par des éléments chimiques, des hydrocarbures, etc., qu'on ne maîtrise pas. Donc, et c'est le message qu'on est en train de faire passer en lien avec les maires, et je les remercie de leur appui, de faire passer ce message à la population, que l'eau qui est extraite de ces puits, en aucun cas, on ne doit la boire. Donc même si, par exemple, on a le puits chez soi, on n'est pas sur un puits de communauté villageoise, on a un puits à la maison, on pourrait se dire, non mais moi, il n'y a pas d'hydrocarbures dans mon puits parce que je ne fais pas n'importe quoi dans mon jardin. Non. La règle doit vraiment être claire. On n'a aucune maîtrise de la qualité de cette eau dans les puits, donc on ne la boit pas. Oui, même si on la fait bouillir. Mais Olivier Brahic, dans mon jardin, moi, je ne fais pas mes vidanges, je ne suis pas capable. Donc, il n'y a pas d'hydrocarbures dans mon jardin. Donc, l'eau qui est au fond, elle est propre. Alors, je ne sous-estime pas vos connaissances d'hydrogéologie, mais voilà, je pense qu'il y a tout un environnement extérieur que personne ne maîtrise, qu'on maîtrise en revanche dans le cadre de la production de l'eau à Mayotte et que le producteur, la SAME, maîtrise. Donc vraiment, faisons très très gaffe à la consommation, à la non-consommation de ces puits. Parce qu'en fait, l'eau qui est dans le puits en dessous de chez moi, elle a peut-être ruisselé d'ailleurs, et donc peut contenir de mauvais éléments. Et donc l'eau du puits, même si on la fait bouillir, elle ne devient pas potable. Non. Pourquoi ? Pour justement, dû notamment à la présence d'eau contaminée chimiquement ou autre. Et là, quand l'eau est contaminée chimiquement avec des hydrocarbures, par exemple, ou alors les nitrates, on n'en trouvera pas ici, mais des hydrocarbures, le fait de faire bouillir, ça ne la rend pas potable. Non, puisqu'en fait, l'action d'ébullition n'agit que sur les germes, tue tous les germes, mais en revanche, ne tue pas les produits chimiques. Et au contraire, j'allais dire même concentre, puisqu'on fait en faisant bouillir, on évapore un peu d'eau, concentre les produits chimiques. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait, Saïd, avec l'eau du puits ? L'eau du puits, on peut l'utiliser pour d'autres usages, mais par contre, pas les usages qu'on vient de citer qui nécessitent de l'eau potable. Mais alors, on peut prendre sa douche avec l'eau du puits ? Surtout pas. Après, en fonction, justement, si on a son puits dans des moments comme aujourd'hui, si on a son puits et qu'on arrive à l'entretenir, on peut justement, pour certains usages, se laver le main ou prendre la douche, mais surtout pas l'utiliser pour boire, pour faire à manger ou pour se brosser les dents. Par contre, il y a quelques précautions à prendre aussi pour éviter de contaminer ces puits. Il faut par exemple construire une dalle autour du puits pour éviter que quand il pleut, l'eau ruisselle et contamine le puits. Il y a aussi des choses de bon sens. Quand on utilise un petit seau pour prendre de l'eau au niveau du puits, il faut utiliser un seau qui est propre. Ne pas prendre l'eau et laisser le seau par terre, parce que là, on va contaminer son puits. Donc, il y a toutes ces actions de bon sens qui participent justement à bien entretenir et conserver son puits. Il faut le couvrir, je suppose. Il faut surtout le couvrir. Ça évite aussi les accidents, indépendamment de la qualité de l'eau. On entend, messieurs, de plus en plus parler des petites pastilles, vous savez, qui rendent miraculeuses, qui rendent l'eau potable. Alors, il y a Micropure, par exemple, ou d'autres marques qui proposent des produits, et les uns et les autres commencent à en parler, à se dire, je vais l'utiliser. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que ça fait partie des fausses bonnes idées ? Alors, à date, concernant la consommation de l'eau potable, on reste sur ce qu'a indiqué Saïd, c'est soit l'eau de robinet avec toutes les recommandations que l'on a évoquées, soit l'eau embouteillée. Sur la question spécifique des pastilles, en toute
transparence, on est en train d'analyser ce point en lien avec le ministère de la Santé. Donc pour l'instant, on fait quoi? Pour l'instant, pour boire l'eau, se laver les dents ou utiliser de l'eau pour son alimentation, on reste sur l'eau au robinet après application des recommandations et ou utilisation de l'eau embouteillée. Donc on essaye de ne pas utiliser pour le moment, Voilà, en attendant les recommandations du ministère de la Santé. Alors, la semaine dernière, vous avez conduit, Olivier Brahic, une conférence de presse à l'ARS pour faire un point de situation sur les conséquences négatives quand on ne respecte pas toutes ces règles que l'on vient de rappeler. Il y a en parallèle de cette crise de l'eau, et on n'y peut pas grand-chose, la phase habituelle d'épidémie de gastro-entérite. Vous avez aussi dit qu'il y avait eu 2 cas de fièvre typhoïde qui avaient été diagnostiqués. Aujourd'hui, c'est-à-dire une semaine après, on en est où à peu près de la situation sanitaire? Premièrement, dans le cadre de cette crise de l'eau, il faut absolument, et moi je m'y tiendrai en tant que directeur général de l'ARS, d'avoir une transparence totale sur la situation sanitaire et toute la complexité aussi de la situation. Donc effectivement, à date, on fait face à une épidémie de gastro-entérite aiguë, j'allais dire saisonnière, habituelle, et qu'on arrive, c'est ça aussi qu'il faut expliquer, et qu'on arrive à caractériser par un virus qui est le rotavirus, voilà, par le biais d'analyse qu'on fait en laboratoire. On sait bien que la plupart des gastro-entérites en cours sont liés à cette épidémie, qui sont liés à un virus très particulier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concernant la question des cas de fièvre typhoïde, on sait toutes et tous que c'est une maladie qui est malheureusement endémique sur le territoire. D'une manière générale, sur le territoire mahorais, on a régulièrement des cas dits sporadiques. L'an passé, on avait eu une grosse épidémie, de gros foyers. On avait eu 123 cas de typhoïde sur le territoire. À l'heure actuelle, on en a 11, donc 2 de plus depuis 10 jours. Ce sont des cas sporadiques, c'est-à-dire pour l'instant, dans les investigations que l'on a réalisées, on n'a pas identifié d'autres cas et d'autres foyers de contamination. Mais voilà, par le biais de ce qu'on appelle la veille sanitaire renforcée que j'ai mis en œuvre depuis 15 jours, ce cas nous a été remonté très rapidement et on a pu agir très rapidement autour de ces cas et notamment pouvoir mettre en place une vaccination. Et là aussi, c'est le principe de précaution. D'habitude, on ne faisait pas ce type de vaccination autour des cas. Mais j'allais dire là, dans le contexte actuel, il faut vraiment qu'on fasse tous être très attention. Et donc l'idée, c'est comme je prends souvent cette image. Cette image, c'est comme dans les feux de forêt. Dans les feux de forêt, si vous arrivez à éteindre la première brindille qui s'enflamme, vous arriverez à contenir. Si on met pas en œuvre les premières mesures et que ça s'étend plus, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc d'avoir cette veille réactive, c'est-à-dire que les cas doivent nous être notifiés très rapidement à l'ARS et on met en place les mesures de gestion très réactives. Comment la fièvre typhoïde, d'où vient la fièvre typhoïde, Saïd? La fièvre typhoïde, donc c'est une maladie justement qui est causée par les salmonelles, les souches, les salmonelles typhi. Donc souvent, c'est une maladie hydrique, c'est-à-dire liée à de l'eau contaminée. De l'eau sale. De l'eau sale. Et contaminée par quoi, essentiellement? L'eau peut être contaminée notamment par les matières fécales. Voilà. Donc lorsque l'eau est contaminée par des matières fécales, il y a un risque potentiel justement d'avoir des bactéries pathogènes comme la salmonelle typhi et justement d'attraper, de tomber malade comme la fièvre typhoïde et d'autres maladies comme l'hépatite A ou gastro-entérite. Alors, il y a des gens face à la situation et on voit un peu derrière cette eau un peu pas terrible quoi quand même, enfin elle donne pas envie. Hein. Il y a des gens quand même qui vont laver la vaisselle dans de l'eau comme ça parce qu'ils n'en ont pas, parce qu'ils sont à proximité d'une rivière. Il y a des gens qui se douchent là-dedans, enfin qui se lavent dans ce type d'eau. L'usage de la rivière en cette période particulière de crise et de niveau bas de la ressource, est-ce que c'est à proscrire? C'est clairement à proscrire, et c'est la raison pour laquelle, côté ARS, on a mobilisé toutes nos associations dites de santé communautaire, qui sont toute la journée
auprès des populations et qui rappelle justement voilà, à la fois soit ces bons usages, mais aussi ces non-usages de l'eau que l'on doit avoir, et notamment, comme on le voit dans la photo qui est derrière nous, interdiction absolue de boire cette eau en toute état de cause. Donc on n'utilise pas l'eau de la rivière pour faire l'alimentation. Elle est, même quand on la fait bouillir, elle est impropre à la consommation. On ne se douche pas dans la rivière. On ne fait pas sa vaisselle dans la rivière. D'ailleurs, messieurs, quand on doit faire la vaisselle à la maison, on doit faire la vaisselle avec de l'eau potable, en utilisant le jerrycan d'eau potable, ou avec le stock d'eau potable à la maison? Donc clairement, c'est l'eau dite, ce qu'on appelle l'eau sanitaire, dans la grosse cuve, qui nous sert à toutes nos mesures d'hygiène, que ce soit laver le linge, laver la vaisselle ou Donc pas besoin d'eau potable pour faire la vaisselle. Quand au bout de 48 heures, puisque vous avez dit que l'eau que l'on avait rendue potable, elle était potable pendant 48 heures, qu'est-ce qu'on en fait après s'il en reste dans le jerrycan? Donc effectivement, vu quand même nos consommations quotidiennes, je ne pense pas qu'il en reste beaucoup, mais s'il reste un fond, on le met dans notre potager, on remplit notre cuve des toilettes, etc., etc. Ou c'est pour le stock dans l'eau potable, on le change de récipient en quelque sorte. Oui. On ne jette pas, c'est bien la recommandation. Chaque goutte d'eau est précieuse et on ne la jette pas. Et c'est une question que l'on nous pose souvent quand on dit qu'il faut laisser couler l'eau pendant 6 heures ou pendant 10 heures après la remise en eau. Est-ce que ça veut dire que pendant 6 heures ou pendant 12 heures, j'ouvre le robinet et j'attends que ça se passe? Non, surtout pas. Je dis, l'eau est précieuse et elle sera de plus en plus précieuse au fil des semaines et des mois à venir. Cette eau qui sort du robinet, on peut l'utiliser pour se laver les mains, pour prendre son douche ou pour remplir le gros stock d'eau que l'on réserve pour l'hygiène. Mais en revanche, surtout, effectivement, on n'ouvre pas l'ensemble des robinets de la maison pendant 6 heures. On ferme les robinets et il faut vraiment qu'on ait une action toutes et tous citoyenne d'économiser cette eau sur Mayotte. Donc du coup, je répète, quand il y a une coupure d'eau qui est donc inférieure à 24 heures, les 6 premières heures, on fait bouillir l'eau pour la rendre potable. Et quand la coupure d'eau est supérieure à 24 heures, pendant les 12 premières heures, on fait bouillir l'eau. C'est bien ça? Tout à fait, ouais. C'est exactement la recommandation justement de l'ARS. Donc les 6 premières heures, il faut bouillir l'eau en coupure nocturne. Et pour les coupures de 24 heures ou plus, 48 heures, pendant les 12 premières heures, il faut bouillir l'eau pendant 5 minutes à gros bouillon avant de la consommer pour les usages qu'on a cités, c'est-à-dire pour boire, faire à manger ou se brosser les dents. Quand on va à la citerne, on voit il y a des citernes, notamment à Cavani, qui commencent à circuler. Il y a aussi des rampes. Quand on va dans ces endroits pour récupérer de l'eau que l'on récupère, elle est comment? Potable, pas potable? L'eau des rampes, comme je l'avais indiqué au début, c'est une eau qui est potable parce qu'il n'y a pas de coupure au niveau des rampes. Donc l'eau des rampes, on n'est pas obligé de bouillir, on ne doit pas en fait. C'est une eau qui est potable, qui est propre. Donc on peut l'utiliser pour faire ce qu'on veut. Voilà, on peut l'utiliser pour faire à manger, pour boire, ou pour se brosser les dents, ou pour les autres usages. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci. Autre question, on est à la maison, on est face à une coupure d'eau massive, on n'a plus d'eau. Les stocks arrivent à terme. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est effectivement, on n'a pas parlé on n'a pas parlé de la question des cuves. Donc effectivement, l'ASMAE et la préfecture positionnent sur ces territoires des cuves. Et dans ces cuves d'eau, l'eau évidemment est potable puisque c'est une eau qui est prise dans le réservoir du producteur. Et où est-ce qu'on peut trouver l'information suivant laquelle une citerne va être livrée à tel endroit? Parce que pour l'instant, on voit la citerne arriver, c'est un peu les réseaux entre amis qui disent « Ah, il y a la citerne et on y va ». C'est comme ça, en fait. Mais effectivement, il y a peut-être un sujet de renforcement de la communication auprès de la population dès lors que la SMAE met en place ce type de dispositif, ce type de cuve. Mais pour l'instant, on est à se dire on se débrouille. Les rampes d'eau, où est-ce qu'on trouve la liste? Parce que vous avez dit 110 rampes d'eau,
puis on va monter jusque 200, je crois. Il y a une liste qui permet de dire, on va dans Saint-Méry, comment on fait pour savoir où sont les rampes d'eau ? À date, en toute transparence, je ne sais pas. Je sais que les eaux de Mayotte ont pour ambition de pouvoir diffuser cette liste, notamment aux mairies. D'accord, donc c'est plutôt vers Saint-Méry qu'on se retourne pour essayer de savoir où sont les rampes d'eau pour pouvoir s'approvisionner si jamais on est dans une zone où la remise en eau ne permet pas d'avoir autant d'eau que l'on voudrait et dont on aurait besoin. Olivier Braek, une question que tout le monde se pose. On doute de la qualité de l'eau. On nous dit dans 9 villages elle est plus potable et puis après elle est à nouveau potable. Quelquefois on la voit couler. Bon, elle n'est pas d'une limpidité absolue. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans les recommandations de l'ARS ? Mais c'est une question évidemment légitime et j'allais dire que moi-même évidemment je me poserai. Donc c'est bien ce qu'on vous a expliqué. La question de l'eau potable, ça fait partie des dispositifs les plus réglementés, les plus surveillés en France. Donc là-dessus, il y a un arrêté ministériel qui indique comment on doit surveiller l'eau, contrôler l'eau à Mayotte. Et en complément de ce contrôle, j'allais dire routinier, j'ai demandé à ce qu'on double la fréquence de ces contrôles. Donc à la fois le producteur, donc la SMAE, et à la fois l'ARS double ces contrôles. Donc l'idée, c'est de pouvoir identifier toutes nos conformités sur les territoires. Ça, j'allais dire, c'est le dispositif technique. Et ensuite, il y a un enjeu de réactivité et de transparence. Réactivité, c'est que dès lors qu'on a identifié et caractérisé une non-conformité, comme ça a été le cas la semaine dernière, qu'on puisse mettre très rapidement en place des mesures de gestion en lien avec la préfecture et le producteur. Troisième enjeu que l'on a, c'est un enjeu de transparence. Ces résultats, ils ne restent pas dans le bureau du directeur général de l'ARS, ils sont publics par 2 dispositifs. Premièrement, sur le site internet du ministère de la Santé, ces résultats sont publiés, ces résultats sont affichés dans l'ensemble des communes. Et alors je peux vous faire une petite annonce, c'est que dans le cadre de cette crise de l'eau, on va publier un bulletin hebdomadaire que l'on va diffuser à l'ensemble, aux médias, aux élus et à la population pour faire un point très, très précis du nombre de prélèvements que l'on a effectués et du nombre de conformités que l'on aurait le cas échéant, détecté. Ça, c'est quand même des informations très importantes. Ouais. Oui. Pour rassurer la population. Alors l'idée, moi j'aime pas le terme de rassurer. Je veux dire, il faut être transparent. Donc il faut dire ce qui se passe. Là pour l'instant, l'eau modulo ce qui s'est passé la semaine dernière, sauf les 2 cas précis, l'eau pour l'instant reste potable à Mayotte au regard des recommandations qui ont été émises. Et cette transparence va perdurer et toutes les semaines on va publier ce bulletin à la population. Ouais. Saïd, vous vouliez compléter ? Oui, justement, je voudrais compléter par rapport, parce que je sais qu'il y a des doutes par rapport à la population, c'est de dire que en situation normale, globalement, le contrôle sanitaire réalisé par l'ARS montre qu'à Mayotte, on a une eau de très bonne qualité. En comparaison, ce n'est pas le cas dans pas mal de régions à métropole, où l'eau est souvent dégradée par la présence des produits phytosanitaires et des nitrates à cause de l'industrie chimique ou de l'agriculture intensive. Nous, à Mayotte, on a une eau qui est de très bonne qualité. Par exemple, sur la période de 2021-2022, on a une conformité des analyses bactériologiques de plus de 99%. Sur des paramètres physico-chimiques comme les nitrates, les sous-produits de chloration ou les phytosanitaires, on a atteint presque les 100% de conformité. Donc c'est pour dire que le contrôle sanitaire montre qu'on a une eau qui est de très bonne qualité à Mayotte, en dehors des périodes quand il y a une crise où on peut avoir localement, de manière temporaire, de non-conformité, comme ce qui était le cas récemment à Akwa ou bien à Soa dans le sud.
Alors, il y a une autre question que les téléspectateurs se posent, c'est la qualité de l'eau dans les retenues collinaires. Parce que, comme on est à peu près tous inquiets, les gens, le week-end, vont voir un peu ce qui se passe autour de la retenue collinaire et s'il reste de l'eau dedans. Et on voit parfois qu'il y a des gens qui font leur lessive autour de la retenue collinaire. À Djoumogné, il y a tout un village qui s'est installé sur la pente de la retenue collinaire. On sait que l'eau baisse, il fait chaud. Est-ce que l'eau qui est dans la retenue et qui va ensuite alimenter les usines est de bonne qualité? Est-ce que le fait qu'il y en ait moins, ça la rend pas moins propre, si je puis dire? Oui. Alors c'est une question très importante qui concerne à la fois les retenues mais les autres captages. Il faut savoir qu'à Mayotte, on a 47 captages. Donc ces captages... Dans la rivière? Non, il y a des forages. Oui. Et il y a aussi les captages superficiels au niveau des rivières. Pour les rivières, on a 14. Par contre, il y a des forages et après, il y a les retenues. Donc, toutes ces rivières subissent souvent des pressions, que ce soit lié au lavage en rivière concernant les cours d'eau. Au niveau des retenues, il y a aussi des pressions liées à la déforestation qui va créer justement de l'érosion des sols. Et quand il pleut, il y a le lessivage des sols qui arrive au niveau des retenues. Et aujourd'hui, on a des usines de traitement qui arrivent à traiter cette eau. La filière arrive à traiter. Mais si on continue à polluer justement ces captages, on va arriver justement à ne plus pouvoir traiter cette eau. Ça veut dire que l'eau risque d'être plus chère parce que ça veut dire que l'exploitant va devoir mettre en place d'autres mesures pour pouvoir traiter cette eau et du coup il y aura un impact sur le prix de l'eau. Mais aujourd'hui, avec des retenues collinaires qui sont aux alentours de 10% d'un côté et de 20% de l'autre, je crois 11% à Djoumogné et une vingtaine de pourcents à Combani, est-ce que l'eau qui reste dans la retenue est de bonne qualité? Est-ce qu'elle n'est pas polluée par toutes les activités illégales qui se font autour de cette retenue collinaire en ce moment même? C'est pour ça qu'il faut rester vigilant parce qu'aujourd'hui, vu le volume en fait, des retenues, qu'on est vraiment sur des volumes très très bas, oui. Ça veut dire que dès qu'il y a une pollution, donc, il y a une concentration. Donc, ce qui fait que c'est pour ça justement on a renforcé justement le contrôle sanitaire pour que dès qu'il y a un problème, le plus tôt possible, on voit si jamais il y a une dégradation pour prendre les mesures nécessaires et éviter tout risque sanitaire. Et pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est contrôlé, en fait, c'est surveillé. C'est surveillé, comme je l'ai dit au début, qu'il y a une surveillance qui est faite à la fois au niveau du captage, en sortie de production et aussi au niveau du réseau, au niveau de la distribution. Et que ce soit à l'ARS qui fait ces contrôles, mais il y a aussi l'exploitant qui, je le rappelle, elle est la responsable de la qualité de l'eau, qui fait aussi des analyses pour vérifier si l'eau restait potable. Olivier Brahic, et ce sera ma dernière question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette histoire des 6h, 12h et ce qu'on doit faire au moment de la remise en eau, s'il vous plaît? Je sais qu'on le répète beaucoup, mais c'est très important La pédagogie, c'est la répétition. Voilà, d'avoir bien compris ce qu'il faut faire. Donc, effectivement, premier cas de figure, vous êtes dans une zone où la coupure est inférieure à 24 heures. Concrètement, à partir du moment où vous avez de l'eau dans le robinet, de l'eau qui sort au robinet, vous pouvez vous laver les mains, vous pouvez prendre votre douche et vous pouvez remplir votre gros stock d'eau pour les usages d'hygiène. En revanche, vous ne buvez pas directement cette eau. Pendant la première plage de 6 heures, vous récupérez cette eau, vous la faites bouillir. Cette eau bouillie sera stérilisée et il n'y aura plus aucun germe dans l'eau. Et là, on peut à ce moment-là la boire, se laver les dents ou faire la cuisine. Exactement. Deuxième cas de figure, ce qui est le plus fréquent à l'heure actuelle sur le territoire mahorais, c'est que vous avez des coupures de 48 heures. Cette plage de 6 heures, il faut qu'on l'allonge jusqu'à 12 heures. Donc, à partir du moment où vous avez de l'eau au robinet, vous comptez, j'allais dire, jusqu'à H plus 12 heures. Et donc, pendant cette plage d'horaire-là, l'eau doit être bouillie. Et au bout de 48 heures, le stockage d'eau potable que l'on a fait à la maison, on le bascule dans la grosse cuve pour les usages domestiques. C'est bien ça? Exactement. Et bien différencier l'eau
à destination d'être bu dans un petit jerrycan, d'eau qui est stockée dans des grandes cuves et qui en aucun cas ne peuvent être potables, donc on ne peut pas la boire. Et on ne jette pas l'eau, surtout on ne gâche pas l'eau, on est dans une période où il faut faire particulièrement attention. Saïd. Oui, il y a un élément très important que je voudrais justement rappeler à nos téléspectateurs concernant le raccordement des cuves. Ah oui, c'est vrai, on a oublié de le dire, oui. Oui, c'est-à-dire que quand on a une cuve mal raccordée, ça peut constituer un danger pour la santé de ses usagers parce que ça peut polluer le réseau intérieur, mais ça peut aussi contaminer le réseau de distribution publique. Avec les retours, donc il faut un clapet anti-retour. Avec les phénomènes de retour d'eau, c'est-à-dire que l'eau qui est dans la cuve, si elle est contaminée, elle peut être aspirée pendant les coupures d'eau et se retrouver au niveau du réseau. C'est pour ça nous conseillons à chaque fois, pour installer ces cuves, de faire appel à un professionnel dès la conception et l'installation de ces grosses cuves pour ne pas justement se mettre en danger et pour ne pas contaminer le réseau des distributions publiques. Donc on met en fait un professionnel qui va installer un système empêchant l'eau de revenir en cas d'aspiration. C'est ça en fait. Oui, oui, qui va mettre en place ce qu'on appelle un disconnecteur qui va séparer les deux réseaux. Formidable. Merci beaucoup en tout cas messieurs. L'émission évidemment vous pouvez la retrouver d'ici quelques minutes en rediffusion à la fois sur la page Facebook de KTV mais aussi d'ici quelques minutes sur la page YouTube. N'hésitez pas à tout réécouter. Tous les conseils qui sont donnés sont applicables à partir de maintenant et jusqu'à nouvel ordre. Exactement. Merci beaucoup, messieurs. Merci. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain matin pour une nouvelle édition de la matinale et mercredi pour une nouvelle édition de prolongation. À très vite.